Ma mère m'a secrètement dit de ne pas célébrer le 3e anniversaire de ma fille pendant que nous étions au magasin en train d'acheter les ingrédients pour le gâteau, me chuchotant que ma sœur était enceinte et qu'elle ne voulait pas que la fête éclipse son annonce de dimanche. Je suis resté là, dans le rayon pâtisserie de Target, tenant une boîte de préparation pour gâteau à la vanille, regardant les lèvres de ma mère bouger avec des mots qui n'avaient absolument aucun sens. L'anniversaire de Maya était dimanche. Les invitations avaient été envoyées il y a 3 semaines. 20 enfants devaient venir. Le château gonflable était déjà payé. Maman, de quoi parles-tu? J'ai reposé délicatement la boîte de préparation pour gâteau sur l'étagère, m'accordant une seconde pour digérer ce que je venais d'entendre. La fête de Maya est dans 2 jours. Tout est organisé. Patricia a jeté un regard nerveux autour d'elle, puis m'a tiré vers le bout de l'allée, loin des autres clients. Jennifer a appris qu'elle était enceinte il y a 2 semaines. Elle est si émotive à ce sujet, Rebecca. Tu sais à quel point elle a lutté. Sa voix a baissé encore plus. Elle veut l'annoncer au dîner de dimanche, et elle craint que si Maya a sa grande fête, ça lui vole la vedette. Ne peux-tu pas simplement la reporter? Faire un petit truc en famille à la place? Les néons bourdonnaient au-dessus de nous. Quelque part dans le magasin, un enfant pleurait. J'ai pensé au visage de Maya ce matin-là, quand elle avait décompté qu'il ne restait plus que 2 dodo avant sa fête. J'ai pensé aux décorations sur le thème de Veana dans mon garage, aux sacs de friandises que j'avais passé des heures à assembler, à la compte que j'avais versée pour la location du château gonflable. Jennifer était au courant de cette fête, ai-je dit lentement. Elle a répondu oui il y a 3 semaines. Je sais, chérie, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte à ce moment-là. Maman m'a touché le bras, son expression suppliante. C'est ta sœur. C'est un moment si spécial pour elle. Tu peux faire la fête de Maya le week-end prochain. Les enfants ne verront pas la différence. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Maya verra la différence. Maman, c'est son vrai anniversaire. Elle a 3 ans. La voix de Patricia contenait maintenant une pointe d'impatience. Elle ne s'en souviendra pas. Mais Jennifer se souviendra si l'annonce de sa grossesse est éclipsée par une fête d'anniversaire pour enfants. S'il te plaît, Rebecca, pour moi, pour la famille. J'ai regardé ma mère. Je l'ai vraiment regardée. La femme qui m'avait organisé des fêtes d'anniversaire élaborées quand j'étais enfant. Qui s'était assuré que chaque étape importante soit célébrée. Qui avait apparemment décidé que le 3e anniversaire de ma fille était moins important que le désir de ma sœur d'avoir une attention exclusive lors d'un dîner de famille. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit en me retournant vers les étagères. J'ai repris la préparation pour gâteau, puis j'ai ajouté un glaçage au chocolat à mon chariot. Je te tiendrai au courant. Le ton de maman a changé pour ce mélange particulier de culpabilité et de manipulation que je connaissais si bien. Jennifer a traversé tellement de choses. La fausse couche l'année dernière, les difficultés à concevoir. Cette grossesse est un miracle. Tu peux sûrement être flexible pour un week-end. J'ai poussé mon chariot sans répondre. Mon téléphone a vibré dans ma poche, c'était probablement David qui se demandait où j'étais. Nous nous étions seulement arrêtés pour acheter de quoi faire un gâteau, mais j'étais parti depuis près d'1 heure parce que maman avait insisté pour venir, disant qu'elle voulait t'aider. Maintenant, je comprenais pourquoi. Alors que nous nous dirigions vers les caisses, maman continuait de parler, sa voix prenant cette tonalité insinuante qui signifiait qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. J'ai déjà dit à Jennifer que tu comprendrais. Elle est si soulagée. Elle avait peur que tu sois contrarié, mais j'ai dit que ma Rebecca met toujours la famille en premier. Je me suis arrêté de marcher. Tu lui as déjà dit que j'acceptais d'annuler. Eh bien, de reporter, pas d'annuler. Maman a agité la main d'un air dédaigneux. C'est essentiellement la même chose. Jennifer m'envoie des textos depuis ce matin, elle est si anxieuse à ce sujet. Je voulais la rassurer. La sensation de froid dans ma poitrine s'est étendue. Ce n'était pas une demande. C'était une affaire conclue, orchestrée dans mon dos, présentée comme un fait accompli. Ma mère avait promis à ma sœur que la fête d'anniversaire de Maya serait éliminée en tant qu'événement concurrent avant même de me le demander. Je n'ai accepté rien du tout, ai-je dit clairement. Le visage de Patricia s'est durci. Ne sois pas égoïste à ce sujet, Rebecca. Tu as déjà tout. Une belle maison, un bon mari, un enfant en bonne santé. Jennifer a lutté.
Ne peux-tu pas la laisser avoir cette seule chose? Le mot « égoïste » flottait dans l'air entre nous. Ma mère m'avait traité d'égoïste exactement 3 fois dans ma vie. Toujours quand j'avais échoué à prioriser les désirs de Jennifer par rapport à mes propres besoins. La première fois, j'avais 12 ans et j'avais refusé de donner à Jennifer mon nouveau vélo parce qu'elle avait démoli le sien en faisant des figures. La deuxième fois, j'avais 19 ans et je n'avais pas voulu co-signer un prêt auto pour elle. La troisième fois, c'était il y a 2 ans, quand j'avais refusé de garder les enfants de l'ami de Jennifer pour qu'elle puisse aller à un concert. Et maintenant, c'était la 4e fois, parce que je n'étais pas disposé à annuler la fête d'anniversaire de ma fille. J'ai terminé mes achats en silence. Maman planait anxieusement à côté, parlant encore des hormones et des émotions de Jennifer et de la nécessité pour la famille de rester soudée. Dans le parking, elle a essayé une dernière fois. Pense-y, d'accord? Pense vraiment à ce qui est le plus important. Une fête d'anniversaire ou le bonheur de ta sœur. J'ai chargé les sacs dans ma voiture. Je t'appellerai demain, maman. En rentrant chez moi, mes mains tremblaient sur le volant. J'ai pensé aux bavardages excités de Maya ce matin-là à propos de son gâteau sirène, à l'ami de la garderie qui assisterait à sa toute première fête d'anniversaire, aux emails que je devrais envoyer, aux appels que je devrais passer si j'annulais. Plus que ça, j'ai pensé à ce que cela signifiait réellement. Ma mère avait décidé que l'anniversaire de ma fille de 3 ans était moins important que de créer le moment parfait pour l'annonce de Jennifer. Pas seulement moins important, mais jetable, effaçable, quelque chose qui pouvait être mis de côté sans conséquence parce que Maya était trop jeune pour vraiment comprendre ou se souvenir. Mais moi, je m'en souviendrai. Maya finirait par comprendre. Et Jennifer apprendrait qu'exiger l'effacement de la célébration de ma fille était un comportement acceptable. David était dans la cuisine quand je suis rentré. Maya était à table avec ses livres de coloriage. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en lisant mon expression. « Tu as mis du temps. » J'ai posé les sacs de course. Nous devons parler après que Maya soit couchée. Ce soir-là, après avoir bordé Maya en lui promettant sa fête d'anniversaire et encore 2, dodo, j'ai tout raconté à David. Il a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque phrase. « Donc, ta mère veut que tu annules la fête de Maya ?» a-t-il dit d'un ton neutre. La fête que nous avons passé 3 semaines à planifier et pour laquelle nous avons dépensé plus de $600, parce que Jennifer veut annoncer sa grossesse sans concurrence. Essentiellement, oui. Et elle a déjà dit à Jennifer que tu avais accepté? Oui. David s'est adossé à sa chaise. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé aux paroles de ma mère, aux mots « égoïste », à la supposition que l'anniversaire de Maya était négociable, au fait que Jennifer était au courant de cette fête depuis 3 semaines et avait attendu 2 jours avant pour fabriquer cette crise. Je vais faire exactement ce que j'avais prévu, ai-je dit. La fête de Maya aura lieu dimanche comme prévu. Ta mère va être furieuse. Oui. Jennifer va être furieuse. Oui. Es-tu prête pour ça? J'ai pensé au visage de Maya quand elle décomptait les dodos avant son anniversaire. J'ai pensé à enseigner à ma fille que ces célébrations, ces étapes importantes, sa joie était moins importante que de gérer les sentiments des autres. Je suis prête, ai-je dit. Mais je vais aussi tout documenter. Chaque texto, chaque appel, chaque tentative de manipulation, parce que ce n'est pas vraiment à propos d'une fête d'anniversaire, David. C'est à propos de ma famille qui traite ma fille comme si elle était moins importante que les désirs de Jennifer. Et j'en ai fini avec ce schéma. Ce que je n'ai pas dit, ce que je commençais seulement à comprendre, c'est que ce moment révélait quelque chose de beaucoup plus grand. Ma mère et ma sœur voyaient Maya, me voyaient moi, voyaient toute ma vie comme des personnages secondaires dans l'histoire de Jennifer, et elles s'attendaient à ce que j'accepte ce rôle sans poser de questions. Elles étaient sur le point d'apprendre le contraire. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai créé un nouveau dossier sur mon téléphone. Je l'ai intitulé « Documentation » et j'y ai ajouté des captures d'écran des invitations à la fête que j'avais envoyées il y a 3 semaines, y compris la confirmation de présence de Jennifer. J'ai sauvegardé le reçu de l'acompte du château gonflable. J'ai commencé une chronologie détaillée de chaque conversation. Je ne savais pas encore exactement à quoi ces informations me serviraient. Je savais juste avec une certitude absolue que j'en aurais besoin. Dimanche arrivait, et tout ce qui allait suivre avec. Samedi matin, mon téléphone a commencé à vibrer avant 7 heures. Des textos de ma mère, chacun plus insistant que le précédent. Rebecca,
nous devons parler de demain. Jennifer est très contrariée. Elle a entendu dire que tu prévois toujours la fête. Appelle-moi immédiatement. Ça dégénère. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai ajoutés à mon dossier de documentation. David était déjà debout en train d'assembler la table des desserts dans notre jardin. Maya dormait encore, ignorant béatement le drame familial qui se tramait autour de son anniversaire. À 9 heures, maman avait appelé 4 fois. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale, écoutant chacun attentivement avant de les sauvegarder. Son ton est passé de suppliant à irrité, puis à carrément en colère. Le dernier message était une fureur à peine contenue. Rebecca Ann Turner, tu es incroyablement égoïste. Ta sœur est enceinte. C'est l'un des moments les plus importants de sa vie, et tu le sabotes délibérément avec cette fête ridicule. Je t'ai mieux élevé que ça. Rappelle-moi où je viens là-bas. David a entendu ce dernier message vocal par-dessus mon épaule. Elle a vraiment dit fête ridicule à propos de l'anniversaire de notre fille. Elle l'a dit. J'ai sauvegardé le message vocal à 3 endroits différents, y compris sur le cloud. Tu es en train de monter un dossier, a-t-il observé. Je protège ma famille. J'ai versé du café, mes mains stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Il y a un schéma ici que j'ai ignoré pendant des années. J'ai fini de l'ignorer. À 10h30, Jennifer a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. J'ai aussi appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'application mémo vocale de mon téléphone. Rebecca, sa voix était pleine de larmes. Comment as-tu pu me faire ça? Te faire quoi exactement? Tu sais très bien. Maman m'a dit que tu avais accepté de reporter la fête de Maya. Elle a dit que tu comprenais à quel point mon annonce était importante et maintenant j'apprends que tu la maintiens le même jour que je suis censé annoncer ma grossesse à la famille. J'ai gardé ma voix calme. Jennifer, ton annonce est au dîner. La fête de Maya est de 13h à 16h. Ce n'est même pas au même moment. Mais les gens seront fatigués de la fête. Ils ne seront pas excités par ma nouvelle. Ils penseront encore au gâteau, au château gonflable et tout le reste. Sa voix est montée à un ton que je reconnaissais de ses crises de colère d'enfance. Pourquoi ne peux-tu pas faire cette seule chose pour moi, après tout ce que j'ai traversé? Ta fausse couche a été terrible, et je suis désolé que tu aies vécu ça, mais ça ne veut pas dire que l'anniversaire de Maya doit être annulé. Il n'est pas annulé, il est reporté. Mon Dieu, Rebecca, pourquoi tu es si chiante avec ça? J'ai senti David se tendre à côté de moi, mais j'ai gardé ma voix égale. J'ai envoyé les invitations il y a 3 semaines. Tu as répondu oui. Tu savais que cette fête avait lieu. Je ne savais pas que je serais enceinte à ce moment-là. Les choses changent. La famille est censée être flexible. Tu as raison. Les choses changent. Alors au lieu d'annoncer ta grossesse au dîner de dimanche, peut-être l'annoncer le week-end prochain. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand Jennifer a de nouveau parlé, sa voix était devenue glaciale. Maman avait raison sur toi. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. Meilleure maison, meilleur mari, meilleure vie. Et maintenant, tu ne peux même pas me laisser avoir un seul moment spécial sans que ça tourne autour de toi. Il ne s'agit pas de moi, Jennifer. Il s'agit de Maya. Maya a 3 ans. Elle ne se souviendra même pas de cet anniversaire. Mais moi, je me souviendrai que ma propre sœur n'a pas pris la peine de me soutenir pendant ma grossesse. Je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Elle a raccroché. J'ai arrêté l'enregistrement et je l'ai sauvegardé immédiatement. David m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'était brutal. Ça va empirer. Je lui ai montré mon téléphone, qui avait maintenant 6 messages textes de plus de ma mère. Elle est en route. Est-ce que je devrais être là pour ça? Absolument. Patricia est arrivée 15 minutes plus tard, entrant par le garage avec la clé que je lui avais donnée pour les urgences. Elle nous a trouvés dans la cuisine, continuant calmement les préparatifs de la fête. Maya était maintenant réveillée, décorant joyeusement des couronnes en papier à table. Nous devons parler, a annoncé maman, jetant à peine un regard à sa petite fille. En privé. Tout ce que tu as à dire peut être dit ici, ai-je répondu, continuant à remplir les sacs de friandises. La bouche de maman s'est contractée.
Elle a regardé Maya, puis moi. Très bien. Tu as terriblement contrarié ta sœur. Elle est chez moi en ce moment en train de pleurer. De pleurer, vraiment. Rebecca, tu sais que ce n'est pas bon pour le bébé. Le bébé qui a à peine 6 semaines, 6 temps et qu'elle soit enceinte. Le visage de ma mère est devenu pâle, puis rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aimerais voir une preuve avant de réorganiser la vie de ma fille autour de l'annonce de Jennifer. Tu veux une preuve? Tu veux que ta sœur te montre un test de grossesse? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai posé le sac de friandises que je tenais et je me suis tourné pour lui faire face. Ce qui ne va pas chez moi, c'est que j'ai passé 29 ans à regarder Jennifer obtenir tout ce qu'elle veut en invoquant une crise, une urgence ou un traumatisme. Et j'ai passé 29 ans à me faire dire que je suis égoïste quand je ne sacrifie pas immédiatement mes plans pour les siens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah non? Quand j'avais 12 ans, j'étais égoïste de ne pas lui donner mon vélo. Quand j'avais 19 ans, j'étais égoïste de ne pas co-signer son prêt auto. Il y a 2 ans, j'étais égoïste de ne pas faire de babysitting. Maintenant, je suis égoïste de ne pas annuler la fête d'anniversaire de ma fille. Quand est-ce que ça s'arrête, maman? Quand suis-je autorisé à prioriser ma propre famille sans être qualifié d'égoïste? Les mains de Patricia tremblaient. Ta sœur a lutté. Elle n'a pas eu les avantages que tu as eus. J'ai essayé d'équilibrer les choses pour m'assurer qu'elle ne se sente pas inférieure. En faisant en sorte que ma fille se sente inférieure. Ne sois pas dramatique. Maya a 3 ans. Elle ne comprend pas les dynamiques familiales ou les sentiments des adultes. Jennifer a 26 ans, elle est enceinte et vulnérable. Pourquoi ne vois-tu pas la différence? David a finalement pris la parole, sa voix calme mais ferme. Patricia, avec tout le respect que je vous dois, nous avons envoyé les invitations il y a 3 semaines. Nous avons dépensé plus de $600 pour cette fête. 20 enfants viennent. Nous n'annulons pas parce que Jennifer a décidé 48 heures avant l'événement qu'elle voulait ce jour-là pour son annonce. Maman s'est tournée vers lui. C'est entre moi et ma fille. Maya est votre petite fille, a dit David. Et cette fête aura lieu. La discussion est close. Patricia a attrapé son sac à main, son visage tordu de colère. Très bien. Alors ne t'attends pas à ce que je vienne et n'attends pas Jennifer. Nous aurons notre propre réunion de famille avec des gens qui se soucient vraiment les uns des autres. Elle est sortie en trombe. Maya a levé les yeux de ses couronnes, confuse. Mamie est fâchée? Mamie passe une journée difficile, ma chérie, ai-je dit en m'agenouillant à côté d'elle. Mais ta fête a toujours lieu demain. Tu es excitée? Super excitée. Maya a rebondi sur son siège. 2 dodos étaient devenus un seul dodo. Après qu'elle soit retournée à ses coloriages, David m'a prise à part. Ça va? Je suis furieuse, ai-je admis. Mais j'ai aussi les idées claires. Il fallait que ça arrive. J'avais besoin de voir exactement à quel point Maya compte peu pour elle quand elle est un inconvénient pour Jennifer. Que penses-tu qu'il va se passer demain? Je pense que ma mère et ma sœur ne viendront pas. Je pense qu'elles passeront la journée ensemble, probablement en postant à ce sujet sur les réseaux sociaux pour s'assurer que je le vois. Je pense que c'est leur tentative de me punir. Je me trompais sur une chose. C'était pire que ce que j'imaginais. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de messages de la famille élargie, tantes, oncles, cousins, tous disant qu'ils étaient vraiment désolés mais qu'ils ne pourraient finalement pas venir à la fête de Maya. Diverses excuses, maladie soudaine, problèmes de voiture, engagements antérieurs qu'ils avaient oubliés. Chacun d'entre eux avait confirmé sa présence il y a des semaines. Chacun d'entre eux annulait maintenant dans les 18 heures précédant l'événement. J'ai montré les messages à David, l'estomac noué. Maman les a tous appelés. Elle les incite à boycotter. Peut-elle vraiment faire ça? Apparemment. J'ai fait défiler message après message. Regarde celui de tante Carole. Je t'aime, ma chérie, mais je ne peux pas me mêler de cette situation avec ta sœur. J'espère que tu comprends. Et celui de l'oncle Mike. Peut-être qu'il vaut mieux reporter jusqu'à ce que les choses se calment. La mâchoire de David s'est crispée. Donc, ils choisissent tous un camp. Et ils choisissent tous Jennifer. Bien sûr qu'ils le font. C'est ce qui arrive toujours. Jennifer est celle qui a besoin de soutien, de protection,
qui a besoin que tout le monde plie sa vie autour de ses sentiments. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, mais je les ai ravalées. Maya va avoir 8 enfants à sa fête au lieu de 20 parce que ma mère a orchestré un boycott familial de l'anniversaire d'une enfant de 3 ans. Alors nous en ferons la meilleure fête que ces 8 enfants aient jamais vue, a dit David fermement. Et nous documentons chaque message d'annulation parce que ce n'est plus seulement un drame familial, Rebecca. C'est tout autre chose. Il avait raison. J'ai sauvegardé chaque message, chaque excuse, chaque annulation. J'ai noté l'heure de chacun, comment ils étaient tous arrivés dans un intervalle de 2 heures. J'ai noté les similitudes dans la formulation. Je ne peux pas me mêler de ça. Mieux vaut reporter. J'espère que tu comprends. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de la coordination. Ma mère avait instrumentalisé toute la famille contre la fête d'anniversaire de ma fille de 3 ans, et elle l'avait fait en moins de 6 heures. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, incapable de dormir, j'ai finalement compris à quoi j'avais affaire. Il ne s'agissait pas d'une fête ou d'une annonce de grossesse. Il s'agissait de pouvoir et de contrôle. Il s'agissait de maintenir une dynamique familiale où les désirs de Jennifer primaient sur les besoins de tous les autres, et quiconque remettait en question cette dynamique serait puni. Ils avaient choisi la mauvaise personne à punir. Ils avaient choisi le mauvais enfant à utiliser comme pion. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des recherches. Si Jennifer était réellement enceinte, il y aurait des dossiers médicaux, des rendez-vous prénataux, des déclarations à l'assurance. Et si elle ne l'était pas, eh bien, ce serait encore plus intéressant. Ma sœur avait déjà menti par le passé. De petites choses, généralement. Être malade pour ne pas aller travailler, avoir des problèmes de voiture pour éviter des événements. Rien que je ne puisse jamais prouver, mais des schémas que j'avais remarqués au fil des ans. Et si cette grossesse n'était qu'un autre mensonge, une autre manipulation? J'ai ouvert un nouveau document sur mon téléphone et j'ai commencé à noter chaque incohérence dont je pouvais me souvenir. La chronologie de quand elle a supposément appris la nouvelle par rapport à quand elle a décidé de faire cette demande, le fait qu'elle n'avait mentionné aucun symptôme, aucune nausée matinale, aucun rendez-vous chez le médecin. Peut-être que j'étais paranoïaque, ou peut-être que je voyais enfin clairement. Quoi qu'il en soit, dimanche arrivait et j'étais prête pour tout ce qui allait suivre. Dimanche matin s'est levé, clair et lumineux. Un temps parfait pour une fête d'anniversaire. Maya s'est réveillée en chantant, sa joie si pure et simple que cela me serrait la poitrine. Pendant que David gonflait des ballons, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 17 membres de la famille avaient annulé. Ma mère ne m'avait pas contacté du tout depuis qu'elle était partie en claquant la porte hier. Jennifer m'avait bloqué sur les réseaux sociaux, bien que je puisse encore voir ses publications via le compte de David. Sa dernière publication, datant d'1 heure. Parfois, la famille montre son vrai visage. Reconnaissante pour les personnes qui me soutiennent réellement dans les moments importants de la vie. Les commentaires étaient remplis d'émojis en forme de cœur et de messages de soutien de la part des proches qui avaient annulé pour Maya. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai ajoutée à ma documentation. À 12h30, tout était prêt. Le château gonflable se dressait dans notre jardin. Les décorations Veana transformaient notre terrasse, et le gâteau sirène trônait sur la table des desserts. 8 enfants sont arrivés avec leurs parents, des enfants de la garderie de Maya, dont les familles ne connaissaient ni ma mère ni ma sœur, qui n'avaient aucun intérêt dans la politique familiale. C'était suffisant. Le visage de Maya s'illuminait à chaque arrivée. Et en la regardant sauter, jouer et rire, j'ai senti ma résolution se durcir en quelque chose d'incassable. Ma fille méritait d'être célébrée. Elle méritait une famille qui se présentait pour elle. Si mes parents de sang ne pouvaient pas fournir cela, je lui construirais une meilleure famille avec des gens qui se souciaient vraiment. La sœur de David, Michelle, est arrivée avec ses 2 enfants, observant le rassemblement modeste avec des yeux avisés. Ta mère a réussi à atteindre tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde, ai-je confirmé. Patricia Turner, maître manipulatrice. Michelle a secoué la tête. Je pourrais te raconter des histoires sur ce qu'elle a fait quand David et moi étions jeunes. Elle a essayé les mêmes tactiques de contrôle avec notre famille jusqu'à ce que ma mère y mette finalement un terme. Qu'a fait ta mère? Elle a tracé une ligne rouge et s'y est tenue. Elle a dit à Patricia qu'elle était la bienvenue dans nos vies, mais que la manipulation devait cesser. Ta mère a reculé parce qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas contrôler la situation. Michelle m'a serré l'épaule. Tu fais ce qu'il faut, Rebecca.
Maya se souviendra de qui était là pour elle, même si elle ne peut pas l'exprimer maintenant. La fête était magnifique. Les enfants ont joué pendant 3 heures d'affilée, et la joie de Mia était contagieuse. Quand nous avons chanté « Joyeux anniversaire » et qu'elle a soufflé ses bougies, son sourire aurait pu alimenter tout le quartier. David a tout filmé, y compris le moment où Mia a serré dans ses bras chacun de ses amis en leur disant au revoir et en les remerciant d'être venus à sa journée spéciale. Après le départ du dernier invité, après que Maya se soit endormie d'épuisement, j'ai enfin regardé mon téléphone. 23 messages, tous de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert le premier et j'ai senti la glace envahir mes veines. Tu devrais avoir honte de toi, de ruiner l'annonce de grossesse de ta sœur. Le deuxième, la famille est censée passer en premier. Ta mère a le cœur brisé. Le troisième, cette pauvre fille, enceinte et devant faire face à une sœur égoïste. Quelqu'un avait publié mon numéro de téléphone quelque part, probablement dans un groupe de discussion familiale. Des singes volants, comme la sœur de David les avait appelés plus tard. Des gens qui n'avaient entendu qu'une version de l'histoire et qui étaient devenus des armes. J'ai bloqué chaque numéro méthodiquement, en faisant d'abord une capture d'écran, mais il continuait d'arriver. Le soir, j'avais reçu plus de 60 messages d'inconnus. Quelqu'un avait aussi trouvé mon email professionnel, ma messagerie vocale de bureau. Même la page Facebook de mon cabinet dentaire avait des commentaires sur le fait que j'étais une sœur et une fille terrible. C'est du harcèlement, a dit David, regardant mon téléphone avec une colère croissante. Ça dépasse le drame familial. C'est une attaque coordonnée. Il avait raison, et cela portait la signature de Patricia. Ma mère, la femme qui s'était toujours targuée de paraître parfaite aux yeux du monde, avait intentionnellement détruit ma réputation auprès de la famille élargie et au-delà. Tout ça parce que je n'avais pas voulu annuler la fête d'anniversaire de ma fille. Lundi matin, je me suis déclaré malade au travail. Pas à cause du poids émotionnel, bien qu'il soit bien réel, mais parce que j'avais besoin de temps pour exécuter la phase suivante. Si ma mère et ma sœur voulaient la guerre, je leur donnerais la guerre, mais je le ferais intelligemment. D'abord, j'ai contacté une avocate. Linda Michael était spécialisée dans le droit de la famille et les cas de harcèlement. Quand je lui ai exposé la situation, y compris la documentation que j'avais rassemblée, ses yeux se sont aiguisés. « Vous avez été minutieuse », a-t-elle observé en faisant défiler les captures d'écran et les enregistrements vocaux. « C'est bien. Très bien. La diffusion du numéro de téléphone à elle seule pourrait constituer du harcèlement. Les fausses déclarations conçues pour nuire à votre réputation, c'est potentiellement de la diffamation. » Elle a levé les yeux vers moi. « Quel résultat recherchez-vous ? Je veux que cela cesse. Je veux que ma fille soit protégée, et je veux des conséquences pour ce qu'elles ont fait. » Des conséquences. Comment ? J'y avais pensé toute la nuit en bloquant des messages haineux. Je veux qu'une mise en demeure formelle leur soit envoyée à toutes les deux. Je veux une documentation qui puisse être utilisée si elles escaladent, et je veux être prête à demander une ordonnance restrictive si nécessaire. C'est assez agressif pour un conflit familial. Ce n'est plus un simple conflit depuis qu'elles ont lâché des étrangers sur moi et ont tenté de détruire ma réputation professionnelle. J'ai soutenu son regard. Ma mère a distribué mon numéro de téléphone personnel à des gens qui m'ont envoyé des menaces de mort. Un message me disait que je devrais mourir pour que Jennifer ait la paix. Ce n'est pas un drame familial, maître Michael. C'est quelque chose de bien plus sombre. Linda a hoché la tête lentement. Donnez-moi 48 heures. Je rédigerai les lettres de mise en demeure et préparerai la documentation préliminaire pour une ordonnance restrictive. En attendant, documentez tout. Chaque message, chaque publication, chaque contact. Et ne répondez à rien de tout cela. Mon deuxième appel a été pour un détective privé. Marcus Donovan m'avait été recommandé par une collègue dont l'ex-mari avait caché des actifs lors de leur divorce. Je l'ai rencontré dans un café, glissant mon dossier de documentation sur la table. J'ai besoin que vous découvriez si ma sœur est réellement enceinte, ai-je dit sans détour. Il n'a même pas scié. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle ne l'est pas? Des incohérences de calendrier, aucune mention de symptômes ou de rendez-vous chez le médecin, une tendance à mentir pour attirer l'attention ou manipuler les situations, et le fait qu'elle soit prête à instrumentaliser une annonce de grossesse contre la fête d'anniversaire d'une enfant de 3 ans. Même si elle ment, les dossiers médicaux sont privés. Je ne vous demande pas de pirater quoi que ce soit. Je vous demande de la surveiller.
Voyez si elle va à des rendez-vous prénataux. Voyez si elle se comporte réellement comme quelqu'un qui est enceinte ou si c'est une autre de ses performances. Marcus a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Ça pourrait coûter cher. Je m'en fiche. J'ai besoin de connaître la vérité. Il a annoncé son tarif. J'ai payé la compte sans hésitation. Si Jennifer mentait sur sa grossesse, cela changeait tout. Cela signifiait que toute cette situation, la demande d'annulation de la fête, le boycott familial, la campagne de harcèlement avait été orchestrée autour d'une pure fabrication. Et si je pouvais le prouver, ma mère et ma sœur feraient face à des conséquences qu'elles n'avaient jamais anticipées. Mardi après-midi, j'ai reçu la première lettre de mise en demeure par email. Linda avait travaillé vite. La lettre à Patricia était dévastatrice dans ses détails cliniques, énumérant chaque cas de harcèlement, chaque preuve que nous avions, chaque violation légale potentielle. Elle exigeait la cessation immédiate de tout contact, de toute publication à mon sujet sur les réseaux sociaux et de toute distribution de mes informations personnelles. Le non-respect entraînerait des poursuites judiciaires, y compris, mais sans illimité, des ordonnances restrictives et des procès en diffamation. La lettre à Jennifer était tout aussi complète, avec le détail supplémentaire que si ces affirmations de grossesse s'avéraient fausses, des accusations supplémentaires de fraude et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle seraient poursuivies. Nous les signifions par courrier recommandé, a expliqué Linda au téléphone. Elles devront signer pour les recevoir. Cela crée une trace écrite. Si elles violent les termes après cela, nous avons des motifs pour une action en justice immédiate. Quand les recevront-elles? Jeudi au plus tard. Mercredi, Marcus a appelé avec son premier rapport. Votre sœur a quitté son appartement ce matin à 9 h. Elle est allée dans un salon de manucure, puis à Target, puis a retrouvé une amie pour déjeuner à Olive Garden. Pas de rendez-vous médicaux, pas d'arrêt à la pharmacie, rien qui indiquerait des soins prénataux. Une seule journée ne prouve rien. C'est vrai, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Elle buvait ce qui semblait être un café glacé plein de caféine au déjeuner. La plupart des femmes enceintes au premier trimestre évitent la caféine ou la limitent considérablement. Et elle en a pris une photo pour les réseaux sociaux avec la légende, un remontant bien nécessaire. Je lui ai demandé de continuer la surveillance jusqu'à la fin de la semaine. Pendant ce temps, je suis retourné au travail, répondant aux questions curieuses de collègues qui avaient vu les commentaires sur Facebook. J'ai gardé mes réponses brèves et professionnelles, refusant d'être entraîné publiquement dans le drame. Jeudi après-midi, Patricia a signé pour sa lettre de mise en demeure à 14h15. Jennifer a signé pour la sienne à 16h30. À 17h, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des membres de la famille exigeant de savoir ce qui se passait. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À 18h, Patricia s'est présentée chez moi. Je l'ai regardée par la fenêtre frappée à la porte, son visage tordu de rage. David avait déjà appelé la police dès qu'elle s'était garée dans l'allée. Elle a violé la mise en demeure moins de 2 heures après l'avoir reçue. Linda m'avait prévenu, si elle prend contact, appelez la police immédiatement. Nous avons besoin de documentation. L'agent est arrivé 8 minutes plus tard, juste au moment où Patricia criait à travers la porte à propos de filles ingrates et de menaces légales. Je lui ai montré la lettre de mise en demeure, lui ai expliqué brièvement la situation et lui ai fourni des enregistrements de son harcèlement précédent. Il est sorti pour lui parler. À travers la fenêtre, j'ai vu le visage de Patricia passer par une série d'émotions, choc, fureur, larmes, puis calcul. Ce qu'elle a dit à l'agent l'a fait secouer la tête et lui tendre une carte avant de revenir sur mon porche. Madame, j'ai informé Madame Turner que tout contact ultérieur avec vous constitue du harcèlement. Il lui a été conseillé de partir immédiatement et de ne pas revenir. Si elle revient, appelez-nous et nous l'arrêterons pour violation de propriété. Après son départ, j'ai ajouté son numéro de rapport à mon dossier de documentation. Patricia est restée assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue pendant 20 minutes avant de finalement partir. J'ai photographié sa voiture, horodaté les photos, noté la durée de sa présence. Ce soir-là, Jennifer a posté sur Facebook, quand les avocats s'impliquent dans les conflits familiaux, vous savez que quelqu'un a perdu son chemin. Je prie pour la guérison et le pardon de ceux qui ont oublié ce que signifie la famille. Les commentaires étaient prévisiblement en sa faveur, me condamnant comme étant froide et procédurière. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis le message à Linda, qui l'a ajouté à notre dossier de preuves grandissant. Vendredi matin, Marcus m'a envoyé des photos.
Jennifer dans un bar mercredi soir tenant ce qui semblait être une boisson alcoolisée. Jennifer fumant une cigarette devant son appartement jeudi matin. Jennifer dans un parc de trampoline vendredi après-midi, sautant vigoureusement avec des amis. Aucune femme enceinte de 6 à 8 semaines ne ferait quoi que ce soit de tout cela, écrivait Marcus dans son email. Le tabagisme à lui seul serait un énorme signal d'alarme. La plupart des femmes arrêtent immédiatement. L'alcool et l'activité à fort impact ne font qu'ajouter aux preuves qu'elle ment sur sa grossesse ou qu'elle adopte un comportement extrêmement à risque. J'ai regardé les photos, ressentant un étrange mélange de justification et de dégoût. Ma sœur avait inventé une grossesse pour manipuler la fête d'anniversaire d'une enfant de 3 ans. Elle l'avait instrumentalisée pour monter toute la famille contre moi. Elle avait permis, voire encouragé, une campagne de harcèlement incluant des menaces de mort. Tout ça pourquoi? L'attention, le contrôle. Un besoin malsain d'être toujours le centre de l'univers. Samedi matin, une semaine après la fête de Maya, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Carole. Ta mère est à l'hôpital. Crise cardiaque. Je pensais que tu devais savoir. Mes mains sont devenues froides. Malgré tout, Patricia était toujours ma mère. J'ai appelé l'hôpital, j'ai confirmé qu'elle avait été admise et j'y suis allé en voiture avec David. Nous l'avons trouvée dans une chambre privée, Jennifer à son chevet, toutes deux levant les yeux quand je suis entré. Comment oses-tu te montrer ici, a sifflé Jennifer. Après ce que tu lui as fait. Après ce que j'ai fait? Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure parce que vous deux avez orchestré une campagne de harcèlement contre moi. Ce n'est pas la même chose que de provoquer une crise cardiaque. Le stress que tu as causé en menaçant de poursuivre ta propre mère. A commencé Jennifer. Mais une infirmière a interrompu. Madame Turner a besoin de repos et de calme. S'il doit y avoir un conflit, je devrais vous demander à tous de partir. Je me suis tourné vers ma mère, qui semblait plus petite dans le lit d'hôpital, plus âgée et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Je suis désolé que tu sois malade, maman. J'espère que tu te rétabliras complètement. Mais je ne reculerai pas. Ce que Jennifer et toi avez fait était mal, et il y aura des conséquences. Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Tu vas vraiment faire ça? Détruire ta famille pour une fête d'anniversaire. Vous l'avez détruite au moment où vous avez décidé que Maya était sacrifiable pour la convenance de Jennifer. J'ai gardé ma voix égale, consciente de l'infirmière qui écoutait. Je ne fais que protéger ma fille des dommages futurs. Je suis parti avant que Jennifer ne puisse répondre, David me suivant en silence. Dans la voiture, il a demandé, comment tu tiens le coup? Je suis triste, ai-je admis. Triste que ça en soit arrivé là. Triste que ma mère ait orchestré sa propre aliénation de sa petite fille. Triste que Jennifer soit apparemment prête à simuler une grossesse pour attirer l'attention. Mais je ne reculerai pas. Elles ont fait leur choix. Maintenant, elles vivent avec les conséquences. Marcus a appelé cet après-midi-là avec la dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin. Il avait suivi Jennifer dans un café où elle avait rencontré 2 amis. Utilisant un microphone directionnel depuis sa voiture, il avait enregistré leur conversation. Dedans, Jennifer discutait explicitement de maintenir l'histoire de la grossesse jusqu'à ce que maman et Rebecca se réconcilient, et riait de la facilité avec laquelle tout le monde y avait cru. Elle n'était pas enceinte. Elle n'avait jamais été enceinte. Tout cela était une fabrication conçue pour manipuler la dynamique familiale. J'ai écouté l'enregistrement 3 fois, sentant quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement un dysfonctionnement familial. C'était pathologique, et cela avait été dirigé contre ma fille de 3 ans. Que voulez-vous faire avec ça? A demandé Marcus. Je veux que vous fournissiez une déclaration sous serment. Des preuves documentées professionnellement que Jennifer a admis avoir simulé la grossesse. Ensuite, je veux que vous m'envoyiez chaque photo, chaque enregistrement, chaque élément de preuve que vous avez recueilli, parce que ça se termine maintenant, complètement. Lundi matin, j'ai de nouveau rencontré Linda. Elle a écouté l'enregistrement, examiné la documentation de Marcus et s'est adossée avec une expression de satisfaction sinistre. Ça change tout, a-t-elle dit. Nous ne sommes plus dans le drame familial, ni même dans le harcèlement. Nous sommes dans la fraude, la diffamation et le complot en vue de nuire. Si vous voulez poursuivre cela jusqu'au bout,
je peux les enterrer sous les problèmes juridiques pendant des années. Je veux qu'elles fassent face à de vraies conséquences, ai-je dit. Mais plus que ça, je veux qu'elles admettent publiquement ce qu'elles ont fait. Je veux que tous ceux qui ont boycotté la fête de Maya, tous ceux qui m'ont envoyé des messages de haine, tous ceux qui ont cru à leurs mensonges connaissent la vérité. C'est risqué. L'exposition publique pourrait se retourner contre vous. Elles ont rendu ça public quand elles ont posté mon numéro de téléphone. Quand elles ont détruit ma réputation en ligne, quand elles ont monté la famille et des étrangers contre moi. Je ne fais que rétablir l'équilibre. Linda a souri lentement. Très bien, alors. Élaborons une stratégie qui vous donnera un impact maximal avec un risque juridique minimal. Nous avons passé 3 heures à planifier. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'avais un plan complet qui exposerait chaque mensonge, chaque manipulation, chaque preuve que j'avais recueillie. Ce serait dévastateur. Ce serait permanent. Et cela garantirait que ma mère et ma sœur ne pourraient plus jamais nuire à ma fille. Le compte à rebours avant les conséquences avait commencé. Et cette fois, j'étais en contrôle. La publication a été mise en ligne mardi matin à 10 heures. Je l'avais rédigée avec soin, en collaboration avec Linda pour m'assurer que chaque mot était juridiquement défendable. Elle commençait par une simple déclaration. Il y a une semaine, ma famille a boycotté la fête d'anniversaire de ma fille de 3 ans. Voici ce qui s'est réellement passé. Ensuite, j'ai tout exposé méthodiquement. Capture d'écran de la réponse de Jennifer 3 semaines auparavant, la chronologie des demandes d'annulation de la fête, enregistrements vocaux des appels de ma mère et de ma sœur, les messages des membres de la famille annulant de manière coordonnée, la campagne de harcèlement, y compris des échantillons des messages menaçants que j'avais reçus. Et puis, le final. La documentation de Marcus prouvant que Jennifer avait simulé sa grossesse. Des photos d'elle fumant, buvant et participant à des activités à fort impact incompatibles avec une grossesse au premier trimestre. L'enregistrement où elle admettait à des amis qu'elle avait tout inventé pour manipuler la situation. Ma sœur a fabriqué une grossesse pour forcer l'annulation de la fête d'anniversaire de ma fille, ai-je écrit. Quand j'ai refusé, ma mère et ma sœur ont orchestré un boycott à l'échelle de la famille, puis ont distribué mon numéro de téléphone personnel à des inconnus qui ont envoyé des menaces de mort. Tout cela était basé sur un mensonge complet. Je publie ceci pour que tous ceux qui y ont participé connaissent la vérité sur ce qu'ils ont soutenu. Je n'ai identifié personne. Je n'ai fait aucune attaque personnelle au-delà de l'énoncé de faits documentés. J'ai simplement présenté les preuves et laissé les gens tirer leurs propres conclusions. Puis je les postais simultanément sur Facebook, sur le groupe de mon quartier, et dans un long email à chaque membre de la famille élargie dont j'avais les coordonnées. La réponse a été immédiate et explosive. En 20 minutes, mon téléphone a commencé à sonner. Tante Carole, oncle Mike, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai regardé les commentaires défiler sur ma publication. Certains défensifs, certains s'excusant, la plupart simplement choqués. Tante Carole, Rebecca, je n'en avais aucune idée. Jennifer nous a dit que tu étais déraisonnable à propos de sa grossesse. Je suis tellement désolé. Oncle Mike, c'est absolument inacceptable. Patricia, Jennifer, si vous lisez ceci, vous devriez avoir honte. Cousine Emma, je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans le panneau. Maya, je suis tellement désolé d'avoir manqué ta fête, ma chérie. À midi, le compte Facebook de Jennifer avait été supprimé. Patricia avait rendu le sien privé, mais des captures d'écran des publications précédentes de Jennifer, en particulier celles sur la famille montrant son vrai visage, étaient partagées avec mes preuves jointes. Les personnes qui l'avaient soutenue publiquement faisaient maintenant marche arrière, s'excusaient ou supprimaient leurs propres publications, embarrassées. La page Facebook de mon cabinet dentaire, qui avait été inondée de commentaires négatifs sur le fait que j'étais une sœur terrible, s'est soudainement remplie de nouveaux commentaires me défendant et critiquant le cabinet de ne pas avoir soutenu son employé. Ma directrice de bureau a appelé, s'excusant et me soutenant. Le docteur Patterson a vu votre message. Elle a dit qu'elle était mortifiée que le cabinet ait été entraîné dans ce drame familial. Elle veut que vous sachiez que vous avez son plein soutien et que si quelqu'un vous harcèle à nouveau ici, nous engagerons des poursuites judiciaires. Le soir, les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Pas de ma part. Je ne les avais pas contactés, mais quelqu'un leur avait envoyé ma publication et ils avaient vérifié les faits clés de manière indépendante.
La fausse grossesse de Jennifer était devenue une histoire édifiante sur la manipulation des médias sociaux et le dysfonctionnement familial. Mercredi matin, je me suis réveillé pour découvrir que ma publication avait été partagée plus de 3000 fois. Elle s'était propagée bien au-delà de mon cercle immédiat, devenant l'une de ces histoires virales du type « Vous n'allez pas croire ça ». Des blogs de parentalité en discutaient. Des forums sur les relations l'analysaient. Quelqu'un avait même fait un TikTok détaillant la chronologie des événements. L'employeur de Jennifer, le magasin de détail où elle travaillait à temps partiel, l'a licenciée. Quelqu'un leur avait envoyé les preuves de sa fausse grossesse et de la campagne de harcèlement, et ils ont déterminé qu'elle représentait un risque. Le groupe de l'église de Patricia, où elle était membre de longue date, lui a demandé de se retirer de son poste de bénévole après que plusieurs membres aient exprimé leur malaise face à son comportement. Les conséquences s'enchaînaient plus vite que je ne l'avais prévu, et je ne ressentais rien. Pas de culpabilité, pas de remords, juste une certitude froide que c'était exactement ce qu'elle méritait. Jeudi après-midi, j'ai reçu une lettre recommandée à la maison. À l'intérieur, une note manuscrite de Patricia. 2 pages d'écriture serrée et désespérée. Rebecca, s'il te plaît, tu as fait passer ton message. Tout le monde sait ce qui s'est passé maintenant. Tu as détruit le travail de Jennifer, ma réputation, notre position dans la communauté. N'est-ce pas suffisant? Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de surmonter ça? Maya a besoin de sa grand-mère. Jennifer a besoin de sa sœur. Nous sommes une famille. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs terribles, mais nous sommes toujours une famille. S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, parlons de la manière de réparer ça. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé dans mon dossier de documentation. Il n'y avait aucune excuse dedans. J'ai remarqué, aucune reconnaissance des torts spécifiques qu'elles avaient causés. Juste des supplications sur les conséquences et l'obligation familiale. Ce soir-là, David m'a trouvé dans la chambre de Maya, regardant notre fille dormir. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. Je me demande si je suis allé trop loin. Il est resté silencieux un moment. « Tu te souviens des menaces de mort? Des messages disant que tu devrais mourir pour que Jennifer ait la paix? Oui. Tu te souviens du visage de Maya quand seulement 8 enfants sont venus à sa fête au lieu de 20? Oui. Tu te souviens de Jennifer riant sur cet enregistrement de la facilité avec laquelle elle avait trompé tout le monde avec sa fausse grossesse? Oui. Alors tu n'es pas allé trop loin. Il a passé son bras autour de moi. Tu les as tenus responsables. Ce n'est pas la même chose que la vengeance, Rebecca. C'est la justice. Vendredi matin, Jennifer s'est présentée à mon lieu de travail. La sécurité m'a appelé avant de la laisser entrer dans le bâtiment, et je leur ai dit de la refouler. Elle est restée dehors pendant 30 minutes, pleurant et tenant une pancarte qui disait « Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi ». Des patients l'ont photographiée. Le personnel l'a photographiée. L'après-midi, ces photos étaient également en ligne, avec des légendes sur la manipulation et les fausses excuses. La contrition performative de Jennifer avait échoué aussi spectaculairement que tout ce qu'elle avait essayé. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un avocat représentant Patricia et Jennifer. Il était professionnel, mais clairement mal à l'aise avec la position de ses clientes. Mademoiselle Turner, mes clientes aimeraient proposer un règlement. Elles accepteront un non-contact permanent avec vous et votre famille. Elles présenteront des excuses publiques et elles entreront en thérapie. En échange, vous acceptez de retirer vos publications sur les réseaux sociaux et de ne plus faire de déclarations publiques à ce sujet. Non. Mademoiselle Turner. Pas de règlement, pas de retrait des publications. La vérité reste publique. Elles ont rendu cette affaire publique lorsqu'elles ont distribué mon numéro de téléphone et détruit ma réputation. Maintenant, elles vivent avec les conséquences publiques. Mes clientes sont prêtes à payer. Je ne veux pas de leur argent. Je veux qu'elles fassent face exactement à ce qu'elles ont créé. Dites-leur que la réponse est non. Et si elles me contactent à nouveau, directement ou par des tiers, je dépose immédiatement une demande d'ordonnance restrictive. J'ai raccroché. Linda, que j'avais mise en conférence téléphonique, a émis un son approbateur. C'était parfait. Vous ne leur avez rien donné sur quoi travailler légalement. Leur propre avocat leur conseillera probablement de laisser tomber complètement. Samedi marquait 2 semaines depuis la fête d'anniversaire de Maya.
Nous avons organisé une petite célébration, juste notre foyer immédiat et la famille de la sœur de David. Maya, ignorant béatement le drame d'adulte qui avait explosé autour d'elle, était simplement heureuse d'avoir plus de gâteaux et plus de cadeaux. En la regardant jouer avec ses cousins, j'ai senti les derniers doutes persistants se dissoudre. J'avais protégé ma fille. J'avais établi des limites qui la garderaient à l'abri de la toxicité de ma mère et de ma sœur. J'avais veillé à ce qu'elle grandisse en sachant que sa mère se battrait pour elle, la prioriserait, la défendrait contre quiconque essaierait de la traiter comme un objet jetable. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, je me suis enfin autorisé à pleurer. Pas pour ce que j'avais perdu ma mère, ma sœur, les membres de la famille élargie qui avaient choisi leur camp et disparu, mais pour ce qui n'avait jamais vraiment existé en premier lieu. La famille aimante et solidaire que j'avais toujours voulu avait été une illusion. Une performance maintenue seulement tant que je jouais le rôle qui m'était assigné. Maintenant, la performance était terminée. Les masques étaient tombés et j'étais enfin libre. 3 semaines après la fête d'anniversaire de Maya, Patricia a eu un deuxième épisode cardiaque. Celui-ci était une angine de poitrine induite par le stress. Pas une crise cardiaque complète, mais suffisamment grave pour nécessiter un séjour à l'hôpital. Tante Carole m'a envoyé les détails par SMS avec une note, « Je sais que tu ne veux pas de contact, mais je pensais que tu devais savoir. » Elle te demande. Je n'y suis pas allé. J'ai envoyé des fleurs à sa chambre d'hôpital avec une carte qui disait, « Te souhaitant un rétablissement complet, et rien de plus. » David m'a demandé si je me sentais coupable de ne pas lui rendre visite. Elle a instrumentalisé sa première crise cardiaque pour me faire culpabiliser, ai-je dit. Elle est à l'hôpital parce qu'elle a passé des semaines à orchestrer du harcèlement, puis a fait face aux conséquences publiques. C'est une relation de cause à effet, pas ma responsabilité. Les fleurs que j'ai envoyées ont généré une autre vague de drame familial. Certains parents pensaient que j'étais froide de ne pas lui rendre visite. D'autres ont apprécié que j'ai reconnu sa maladie. Je suis resté entièrement en dehors de ces conversations, me concentrant plutôt sur les documents de l'ordonnance restrictive que Linda avait préparée. Compte tenu de la tentative de règlement de leur avocat et des tentatives de contact répétées de Patricia, vous avez des motifs solides, a expliqué Linda. Les ordonnances restrictives interdiraient tout contact, y compris par des tiers, des mentions sur les réseaux sociaux ou une présence à moins de 150 mètres de votre domicile et de votre lieu de travail. Faites-le. Les ordonnances restrictives ont été déposées et approuvées en une semaine. Jennifer a été signifiée à son nouveau travail, un fait que j'ai appris de Marcus, qui avait maintenu une surveillance minimale pour documenter le respect de la mise en demeure. Patricia a été signifiée à domicile après sa sortie de l'hôpital. Toutes les deux ont violé les ordonnances en moins de 48 heures. Patricia a appelé mon lieu de travail, prétextant une urgence familiale. Lorsque ma directrice de bureau a expliqué que je ne pouvais pas prendre l'appel en raison d'une ordonnance restrictive, Patricia est devenue verbalement abusive, menaçant de me signaler à l'ordre des dentistes pour maltraitance et négligence envers une personne âgée. Ma directrice de bureau a raccroché et a tout documenté. Jennifer s'est présentée à la garderie de Maya, affirmant qu'elle était là pour récupérer sa nièce pour une urgence familiale. Le personnel de la garderie, qui avait été informé de la situation et avait des copies de l'ordonnance restrictive, a immédiatement appelé la police. Jennifer a été arrêtée sur le parking de la garderie, puis libérée sous caution 6 heures plus tard avec une accusation supplémentaire de tentative de violation d'un arrangement de garde. Linda a agi rapidement. Elles nous ont donné tout ce dont nous avons besoin pour des accusations d'outrage au tribunal, toutes les deux, dans les 48 heures suivant la signification. Le juge va prendre cela très au sérieux. L'audience pour outrage au tribunal a été fixée 2 semaines plus tard. Entre-temps, l'avocat de Patricia et Jennifer s'est retiré de leur cas. Il a dit plus tard à Linda, officieusement, que ses clientes avaient été impossibles à représenter, refusant tous les conseils et insistant sur le fait qu'elles avaient le droit de me contacter parce que, la famille, c'est la famille. Elles se sont présentées à l'audience en se représentant elles-mêmes. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux grisaciers et sans patience pour les absurdités, a écouté leurs excuses avec une incrédulité croissante. Patricia, votre honneur, c'est ma fille. J'ai le droit de parler à ma propre fille. Ces ordonnances restrictives sont excessives. La juge, Madame Turner, vous avez orchestré une campagne de harcèlement qui a entraîné des menaces de mort contre votre fille. Vous avez violé une ordonnance du tribunal dans les 48 heures suivant sa réception. Vous n'avez aucun droit ici au-delà de ce que ce tribunal vous accorde. Comprenez-vous ?
Jennifer, je voulais juste voir ma nièce. Maya a besoin de connaître sa tante. Ce n'est pas juste de nous séparer pour un malentendu. La juge, mademoiselle A, vous avez fabriqué une grossesse pour manipuler votre famille, puis avez participé à un effort coordonné pour détruire la réputation de votre sœur. Vous avez tenté de retirer un enfant de la garderie sans autorisation. Ce ne sont pas des malentendus. Ce sont de graves violations de la loi et de la décence. La juge a prolongé les 2 ordonnances restrictives à 10 ans. Elle a ajouté un suivi psychologique obligatoire comme condition pour éviter la prison pour outrage, et elle a émis un avertissement sévère. Toute violation ultérieure entraînerait une incarcération immédiate. En sortant du tribunal, j'ai senti un poids se lever que je n'avais pas pleinement réalisé que je portais. 10 ans. Maya aurait 13 ans avant que ces ordonnances n'expirent. Elle grandirait à l'abri de leur manipulation, protégée de leur toxicité. Au moment où elle serait assez grande pour comprendre ce qui s'était passé, elle serait aussi assez grande pour faire ses propres choix concernant ses relations. Ce soir-là, David a ouvert une bouteille de champagne. Aux conséquences, a-t-il porté un toast. À la protection de notre fille, ai-je corrigé en trinquant avec lui. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un éditeur. Ils avaient vu ma publication virale et voulaient savoir si je serais intéressé par l'écriture d'un livre sur la manipulation familiale, les limites et la résistance aux parents toxiques. L'avance qu'ils offraient était substantielle. J'ai appelé Linda avant de répondre. Est-ce légal? Puis-je écrire à ce sujet sans violer une sorte de vie privée familiale? Tout ce sur quoi vous écririez est déjà du domaine public, soit par votre publication originale, soit par les procédures judiciaires. Vous devriez être prudente sur la manière de présenter certains détails, mais oui, un livre est tout à fait légal et potentiellement très précieux, tant financièrement que pour d'autres personnes confrontées à des situations similaires. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Puis j'ai accepté l'offre. Si le dysfonctionnement de ma famille pouvait aider d'autres personnes à reconnaître et à échapper à des schémas similaires, peut-être que du bien pourrait sortir de ce cauchemar. Le livre a mis 8 mois à être écrit. Pendant ce temps, Patricia a fait 2 autres tentatives pour me contacter, toutes 2 par l'intermédiaire de parents qui n'étaient pas au courant de l'ordonnance restrictive. J'ai documenté chaque tentative et déposé des rapports au tribunal. Elle a été condamnée à une amende et a reçu un dernier avertissement. La prochaine violation signifierait la prison. Jennifer semblait avoir complètement disparu. Selon les ragots de famille qui me parvenaient occasionnellement par la sœur de David, elle avait déménagé dans un autre état et travaillait dans une autre chaîne de vente au détail sous un nom légèrement modifié. Internet n'oublie jamais, et son histoire de fausse grossesse la suivait partout. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Elle avait bâti sa réputation sur des mensonges et de la manipulation. Maintenant, elle vivait avec les conséquences de ses propres choix. Mon livre, Quand la famille est toxique, poser des limites et trouver la paix, a été publié 14 mois après la fête du 3e anniversaire de Maya. Il est devenu un best-seller surprise, trouvant un écho auprès de milliers de personnes qui avaient connu des dynamiques familiales similaires. L'avance et les droits d'auteur ont remboursé notre hypothèque. Plus important encore, il a ouvert des conversations sur le dysfonctionnement familial que les gens avaient eu trop honte d'avoir publiquement. J'ai fait des interviews sur des podcasts, des émissions matinales et des plateformes parentales. Dans chaque interview, je racontais la même histoire. Comment une fête d'anniversaire est devenue le catalyseur pour reconnaître une manipulation générationnelle. Comment rester ferme sur ses limites a mené à la liberté. Comment protéger ma fille m'a appris à me protéger moi-même. Et dans chaque interview, on me posait la même question. Regrettez-vous que cela soit devenu si public? Auriez-vous souhaité gérer cela en privé? Ma réponse n'a jamais changé. Ma mère et ma sœur ont rendu cela public lorsqu'elles ont distribué mon numéro de téléphone et détruit ma réputation. J'ai simplement dit la vérité publiquement. Je ne regrette pas d'avoir protégé ma fille. Je ne regrette pas d'avoir exposé la manipulation. Je ne regrette rien de tout cela. 2 ans après la fête d'anniversaire, Maya a eu 5 ans. Nous avons organisé une autre célébration, cette fois avec 30 enfants, de nouveaux amis qu'elle s'était fait à la maternelle, des familles avec lesquelles nous avions noué des relations sans aucun lien avec mon passé toxique. La fête était joyeuse, simple, exactement ce que devrait être l'anniversaire d'un enfant. En regardant Maya souffler ses bougies, entourée de gens qui se souciaient vraiment d'elle, j'ai pensé à la famille qui aurait dû être là. La grand-mère qui a choisi la manipulation plutôt que l'amour.
La tante qui a valorisé l'attention plutôt que l'intégrité. Les parents qui préféraient éviter les conflits plutôt que de défendre la vérité. Ils ne me manquaient pas. Je ne voulais pas d'eux ici. La vie de Maya était meilleure, plus saine, plus sûre sans leur influence. Ce soir-là, après le départ des invités et le coucher de Mia, David m'a trouvé dans notre bureau. Ça va? Mieux que bien, ai-je dit. Honnêtement, je pensais juste à quel point nos vies seraient différentes si j'avais annulé la fête de Mia ce jour-là. Si j'avais cédé aux exigences de maman et Jennifer, nous serions probablement confrontés à une manipulation pire maintenant. Exactement. Elles auraient appris que me menacer fonctionne, qu'elles pouvaient contrôler ma famille par le chantage émotionnel. Maya aurait grandi en me voyant sacrifier ses besoins pour leurs désirs. J'ai fermé mon ordinateur portable où j'examinais les dernières modifications de mon 2e livre. Au lieu de cela, elle grandit en me voyant défendre des limites, prioriser son bien-être et refuser d'accepter un comportement toxique. C'est l'héritage que je veux lui laisser. Tu es une bonne mère, Rebecca. Je suis une mère qui a appris que protéger son enfant signifie parfois couper les ponts avec des gens que j'aimais. Ce n'est pas facile, mais c'est juste. 3 ans après l'incident de la fête d'anniversaire, j'ai reçu une lettre, non pas de Patricia ou de Jennifer, mais d'un avocat représentant la succession de Patricia. Ma mère était décédée d'une insuffisance cardiaque, seule chez elle. La lettre m'informait que je n'avais rien hérité dans son testament, avec une clause spécifique indiquant que ma fille Rebecca a renoncé à son héritage par son traitement cruel de la famille. J'ai ressenti un tourbillon complexe d'émotions. Du chagrin pour la mère que j'aurais aimé avoir, du soulagement que le potentiel de manipulation supplémentaire ait disparu, et une sombre satisfaction que même dans la mort, Patricia n'ait pu résister à une dernière tentative de contrôle. Je n'ai pas assisté aux funérailles. David a proposé de m'accompagner si je le voulais, mais j'ai refusé. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Me présenter à ses funérailles serait au mieux performatif, au pire toxique pour moi. Je suis en paix avec le fait de la laisser partir. Jennifer ne m'a pas contacté au sujet de la mort de Patricia. Selon les documents de la succession, elle avait tout hérité. La maison, les économies, les biens personnels. Je me suis demandé si elle avait enfin obtenu ce qu'elle avait toujours voulu, être la fille unique, le centre d'attention, l'héritière exclusive. J'espérais que cela la rendait heureuse. J'espérais que cela valait ce qu'elle avait sacrifié pour y arriver. Maya m'a demandé une fois, quand elle avait 7 ans, pourquoi elle n'avait pas de grand-mère comme ses amis. Je lui ai dit la vérité dans un langage adapté à son âge. Parfois, dans les familles, les gens ne se traitent pas bien. Mamie a fait des choix qui n'étaient ni sûrs ni gentils, et je devais te protéger de ça. Je sais que c'est triste, mais te garder en sécurité est toujours mon travail le plus important. Elle te manque? A demandé Maya. La personne que j'aurais aimé qu'elle soit me manque, ai-je dit honnêtement. Mais la personne qu'elle était vraiment ne me manque pas, Mia a réfléchi sérieusement à cela. Je suis contente que tu me protèges, maman. Même quand c'est difficile. Toujours, mon bébé. Toujours. Maintenant, 5 ans après cette fête d'anniversaire, je regarde Maya fêter ses 8 ans. Notre jardin est plein d'enfants, de rires et de célébrations. Pas de drame familial, pas de manipulation, pas de boycott, juste de la joie pure et simple. David glisse son bras autour de ma taille. C'est toi qui as construit ça, dit-il doucement. Cette vie sûre et heureuse. Tu t'es battu pour ça. Il a raison. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu contre les attentes familiales, contre la culpabilité, contre les gens qui insistaient sur le fait que les liens du sang justifiaient n'importe quel comportement. Je me suis battu en utilisant la vérité, les limites et le système judiciaire. Et j'ai gagné, pas seulement pour moi, mais pour Maya. Elle grandira en sachant que l'amour ne devrait pas exiger de sacrifier son bien-être. Que la famille devrait vous construire, pas vous détruire. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non et de le penser. Les cicatrices de ce combat sont toujours là. Parfois, je me demande à quoi auraient ressemblé les relations si ma mère et ma sœur avaient été des personnes différentes. Mais la plupart du temps, je suis reconnaissante pour la clarté qui est venue de leur pire comportement. Elles m'ont montré exactement qui elles étaient, et je les ai crues. Cette croyance nous a sauvés. Elle nous a construites et elle a donné à ma fille une enfance libre des schémas toxiques qui avaient défini la mienne. Alors que Maya souffle ses bougies,
8 flammes vives se reflétant dans ses yeux heureux, je fais mon propre vœu silencieux, qu'elles connaissent toujours sa valeur, qu'elles défendent toujours ses limites, et qu'elles comprennent toujours que se protéger soi-même et sa future famille n'est pas égoïste. C'est essentiel. La fête continue, joyeuse et sans drame, et je suis enfin complètement en paix avec chaque choix que j'ai fait pour en arriver là. Jennifer a tenté de me contacter une dernière fois quand Maya avait 10 ans. Pas directement. Cela aurait violé l'ordonnance restrictive, mais par une lettre soigneusement rédigée envoyée à mon éditeur, transmise à mon avocate, et finalement à moi après examen juridique. La lettre faisait 6 pages, manuscrite sur du papier de luxe. Elle détaillait son parcours thérapeutique, sa reconnaissance des schémas narcissiques, son profond regret pour les erreurs commises pendant une période difficile. Elle ne demandait rien, affirmait-elle. Elle voulait juste que je sache qu'elle avait changé. Linda a appelé après que je l'ai lu. « Que voulez-vous faire ?»« Rien, ai-je dit immédiatement. La reconnaissance d'actes répréhensibles après 8 ans de thérapie n'est pas la même chose qu'un changement de comportement. Et je ne lui dois pas l'occasion de prouver qu'elle est différente. Vous êtes sûr ? Complètement. Jennifer a eu 1000 occasions d'être une bonne tante, une bonne sœur, une bonne personne. Elle a choisi le contraire à chaque fois. Son épiphanie après avoir fait face aux conséquences ne m'oblige pas à lui donner accès à ma vie ou à ma fille. J'ai classé la lettre avec toute l'autre documentation, une dernière entrée dans le dossier d'une relation morte il y a des années. Maya n'en a jamais rien su. Il n'y avait aucune raison de le lui dire. Jennifer était un fantôme de mon passé, pas une présence potentielle dans son avenir. Mon deuxième livre, Élever des enfants à l'abri des schémas familiaux toxiques, avait eu encore plus de succès que le premier. J'étais devenu une défenseur inattendue de l'établissement de limites familiales, intervenant dans des conférences et animant des ateliers sur la reconnaissance et la fuite du dysfonctionnement. Ce travail était épanouissant d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Chaque personne qui partageait son histoire de rupture définitive avec un parent ou un frère toxique, chaque parent qui me remerciait de leur avoir donné la permission de protéger leurs enfants de grands-parents nuisibles, validait le choix que j'avais fait des années auparavant. Vous avez mis des mots sur ce qui se passait, m'a dit une femme après un atelier. Ma belle-mère était exactement comme la vôtre, s'attendant à ce que les événements de mes enfants soient reportés en fonction de ses préférences. Je me sentais toujours coupable de le lui reprocher. Votre livre m'a fait réaliser que ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la colère face à la violation de limites appropriées. Ces conversations m'ont rappelé pourquoi j'avais rendu l'affaire publique au départ. Pas par vengeance, bien que la reddition de comptes ait été satisfaisante, mais pour éclairer des schémas qui prospèrent dans le secret et la honte. David et moi avons célébré notre 15e anniversaire de mariage l'année où Maya a eu 11 ans. Au dîner, il a levé son verre. À la femme qui m'a appris que la loyauté envers la famille ne signifie pas tolérer les abus. À l'homme qui m'a soutenu quand se dresser signifiait être seul, ai-je répondu. Tu n'as jamais été seul, a-t-il corrigé doucement. Tu avais Michel, les amis qui sont venus pour Maya. Tu as construit une nouvelle famille avec des gens qui t'aimaient vraiment. Il avait raison. La famille que j'avais créée par choix plutôt que par le sang était infiniment plus forte que celle dans laquelle j'étais né. Pas de manipulation, pas d'amour conditionnel, pas de sacrifice du bien-être des enfants pour l'ego des adultes. Maya s'est épanouie dans cet environnement. Elle était confiante, articulée, n'ayant pas peur d'exprimer ses besoins ou de défendre ses limites. Quand une amie a essayé de la manipuler en 6e en utilisant la culpabilité et l'exclusion sociale, Maya a mis fin à l'amitié proprement et est passée à autre chose. Ce n'est pas comme ça que les vrais amis agissent, m'a-t-elle dit d'un ton neutre. En la regardant naviguer dans ses relations avec des limites claires et une forte estime de soi, j'ai ressenti la plus profonde satisfaction. Le cycle était brisé. Les schémas qui avaient défini des générations de femmes ternaires se terminaient avec moi. Maya ne se demanderait jamais si ses besoins comptaient. Elle ne sacrifierait jamais ses enfants pour l'ego de quelqu'un d'autre. Elle n'accepterait jamais la toxicité enveloppée dans le langage de l'obligation familiale. Pour ce qui aurait été le 75e anniversaire de Patricia, David m'a demandé si je voulais visiter sa tombe. J'ai refusé. Elle n'est pas là, ai-je dit. La mère que je voulais n'a jamais vraiment existé. J'ai fait son deuil il y a des années. Visiter une tombe ne changerait rien. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à l'école de Maya, parlant à sa classe de la lutte contre l'intimidation et de la reconnaissance de la manipulation.
Les enfants ont écouté avec une attention remarquable alors que j'expliquais en termes adaptés à leur âge comment les gens essaient parfois de contrôler les autres par la culpabilité. Mais si c'est la famille qui le fait? A demandé un garçon. Ne faut-il pas respecter la famille quoi qu'il arrive? Tu te respectes d'abord toi-même, lui ai-je dit. La famille devrait te faire sentir en sécurité et valorisé. Si ce n'est pas le cas, il est acceptable de te protéger, même si cela signifie prendre de la distance. L'enseignante m'a remercié par la suite. Plusieurs de ses enfants avaient besoin d'entendre ça. Ils sont confrontés à des situations familiales complexes, et ils se sentent coupables d'en être contrariés. En rentrant chez moi, j'ai pensé à cette culpabilité, comment elle m'avait maintenu docile pendant des décennies. Acceptant un comportement inacceptable parce que la famille était censée signifier une tolérance inconditionnelle. Comment me libérer de cette culpabilité m'avait sauvé, non seulement moi, mais aussi Maya et potentiellement ses futurs enfants. À 15 ans, Maya a demandé à lire mon premier livre. J'ai d'abord hésité, mais son thérapeute, oui, je m'étais assuré qu'elle ait accès à un suivi psychologique dès l'âge de 8 ans, a recommandé de le permettre. Elle est assez mature pour gérer l'information, et l'entendre de vous, dans vos propres mots, pourrait en fait être utile. Nous l'avons lu ensemble, je m'arrêtais fréquemment pour répondre aux questions et fournir du contexte. Maya est restée silencieuse pendant un long moment après que nous ayons terminé. Mamie a vraiment essayé d'annuler ma fête de 3e anniversaire, a-t-elle finalement demandé. Elle l'a fait. Et quand j'ai refusé, elle a organisé un boycott familial. C'est si cruel. J'étais juste une petite fille. Tu l'étais. Et tu méritais d'être célébrée, pas d'être utilisée comme un pion dans une manipulation d'adulte. Maya a réfléchi à cela. Je suis contente de ne pas me souvenir d'elle. C'est mal? Non, ma chérie. C'est honnête. Tu ne dois ni souvenir ni affection à quelqu'un qui t'a traité comme un objet jetable. Est-ce que ça a fait mal? De couper les ponts avec eux. Oui. Aimer quelqu'un et accepter qu'il est assez toxique pour le retirer de ta vie, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais pas aussi difficile que de les regarder te faire du mal l'aurait été. Elle m'a serré dans ses bras alors, fort et serré. Tu es une très bonne maman. Ces mots de ma fille, qui avait grandi en sécurité et valorisée, signifiaient plus que tout succès de livre ou conférence ne pourrait jamais signifier. Jennifer est décédée dans un accident de voiture quand Maya avait 16 ans. Je l'ai appris d'un avocat de succession qui m'a retrouvé pour m'informer que j'avais été désigné comme plus proche parente puisque Jennifer n'avait ni conjoint ni enfant. Voudrais-je m'occuper des arrangements funéraires? J'ai décliné et fourni les coordonnées de cousins éloignés qui pourraient s'en soucier. Je n'ai pas assisté aux funérailles. Je n'ai ressenti aucun chagrin, aucune conclusion, juste une tristesse lointaine pour une vie gâchée par la manipulation et les mensonges. Maya a posé une brève question à ce sujet. Je sais que je devrais ressentir quelque chose, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est normal? Tout à fait normal. Elle était une étrangère pour toi. Tu n'as pas à feindre un chagrin que tu ne ressens pas. À 18 ans, Maya est partie à l'université avec une conscience de soi claire et des limites fermement en place. Elle avait choisi une école à l'autre bout du pays, excitée par l'indépendance et les nouvelles expériences. Alors que David et moi l'aidions à emménager dans son dortoir, j'ai ressenti une fierté immense. Je ne m'inquiète pas pour toi, lui ai-je dit en lui disant au revoir. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu mérites. Tu construiras la vie que tu veux. Parce que tu m'as montré comment faire, a répondu Maya. Tu m'as appris que me protéger n'est pas égoïste. C'était le meilleur cadeau que tu pouvais me faire. En rentrant de l'aéroport, David a pris ma main. Tu l'as fait. Tu as brisé le cycle et donné à Maya une vie complètement différente de la tienne. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans que tu soutiennes ses limites. Le regrettes-tu parfois? La façon dont ça s'est passé, à quel point c'est devenu public, tout ça. J'ai pensé à l'enfance de Maya, sur et sans drame, aux milliers de personnes qui m'ont dit que mon histoire les avait aidés, à la vie que j'avais construite sur la vérité au lieu du dysfonctionnement. Jamais, ai-je dit fermement. Elles ont choisi d'instrumentaliser l'anniversaire d'une enfant de 3 ans. J'ai choisi de la protéger. Chaque conséquence à laquelle elles ont fait face découlait de leurs propres actions. J'ai juste refusé de prétendre que c'était acceptable. Maintenant, 20 ans après cette fête d'anniversaire qui a tout changé,
je regarde Maya célébrer le 3e anniversaire de sa fille. Ma petite fille, Emma, court dans le jardin avec 15 autres enfants, riant et insouciante. Maya organise des fêtes sans anxiété, sans se demander si la famille boycottera, sans calculer les sentiments de qui doivent être gérés. Elle organise des fêtes avec une joie pure. David apparaît à mes côtés avec 2 verres de limonade. Tu penses au passé? Je pense à quel point c'est différent, dis-je, en regardant Emma faire des bulles avec ses amis. Maya ne saura jamais ce que c'est d'avoir une famille instrumentalisée contre ses enfants. Emma grandira avec des exemples clairs de limites saines. Les schémas sont brisés. Parce que tu as eu le courage de les briser. Parce que j'ai refusé de sacrifier ma fille pour des gens qui la voyaient comme un objet jetable. Alors que la fête continue, le rire d'Emma résonnant dans l'air de l'après-midi, je ressens une paix complète. Ma mère et ma sœur sont mortes sans jamais avoir connu cette joie, cette simple célébration non contaminée par la manipulation. Elles ont choisi leur chemin. J'ai choisi le mien, et le mien m'a mené ici. 3 générations réunies dans l'amour et la sécurité, avec des limites qui protègent au lieu de contraindre. Avec une famille définie par l'attention plutôt que par l'obligation. La dernière tentative de Patricia de me blesser cette clause de testament disant que j'avais renoncé à mon héritage par cruauté est encadrée dans mon bureau. Non pas comme une source de douleur, mais comme un rappel. Elle a essayé de me contrôler même dans la mort. Elle a essayé de me faire honte une dernière fois. Elle a échoué. J'ai construit un héritage bien plus précieux que l'argent ou les maisons. J'ai donné à ma fille et à ma petite-fille la liberté des schémas toxiques qui avaient défini notre famille pendant des générations. Cet héritage, l'héritage des limites, de l'estime de soi et du refus d'accepter un comportement inacceptable, c'est ce qui compte vraiment. Maya apparaît à mes côtés, Emma en équilibre sur sa hanche. Merci d'être venue, maman. Emma adore avoir mamie et papy ici. On ne manquerait ça pour rien au monde, dis-je en embrassant la joue douce et collante d'Emma. Les anniversaires sont faits pour être célébrés. En regardant ma petite fille jouer, je pense à ce moment il y a 20 ans à Target. Debout dans le rayon pâtisserie pendant que ma mère exigeait que j'annule la fête de Maya. C'est à ce moment-là que tout a changé. C'est là que j'ai finalement choisi ma fille plutôt que l'obligation familiale. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et chaque célébration d'anniversaire depuis, chaque rassemblement joyeux non entaché par la manipulation, le prouve. La fête se termine avec Emma entourée de cadeaux, épuisée et heureuse. Alors que nous rangeons, Maya dit doucement, je veux qu'Emma sache que sa grand-mère l'aimait assez pour la protéger. C'est l'histoire que je lui raconterai un jour à ton sujet. Pas celle de la trahison, des batailles juridiques ou de l'exposition publique. Celle de la protection, d'un amour assez féroce pour résister à la toxicité. Du choix des enfants plutôt que de l'apaisement d'adultes destructeurs. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, lui dis-je. Que toi et Emma sachiez que vous valez la peine d'être protégés, toujours. Il y a 20 ans, ma famille a essayé d'apprendre à Maya que son anniversaire, sa joie, son existence même était négociable pour la convenance des adultes. Au lieu de cela, je lui ai appris qu'elle était précieuse, que ses célébrations comptaient, que personne n'avait le droit d'exiger son effacement. Cette leçon a résonné pendant 2 décennies, façonnant les choix de Mia, renforçant ses limites, et maintenant protégeant Emma. 3 générations, chacune plus libre que la précédente. Ma mère et ma sœur ont passé leur vie à chercher la validation par la manipulation. Elles sont mortes sans jamais l'avoir trouvée. J'ai passé ma vie à construire la sécurité par les limites, et j'ai trouvé tout ce qu'elles n'ont jamais pu avoir. L'amour véritable, les relations authentiques, et la paix qui vient du refus de sacrifier des enfants pour l'ego des adultes. En rentrant chez moi ce soir-là, le coucher de soleil peignant le ciel de nuances d'or et de rose, je pense aux conséquences. Ma mère a fait face à l'humiliation publique et à l'isolement. Jennifer a perdu des emplois, des relations, toute chance d'obtenir l'attention qu'elle avait tant désirée. Elles sont toutes 2 mortes éloignées de la famille qu'elles avaient essayé de contrôler. C'étaient les conséquences de leur propre choix. Pas une vengeance que j'avais exercée, mais les résultats naturels d'une toxicité exposée. Mes conséquences étaient différentes. J'ai gagné en clarté, construit des limites, écrit des livres qui ont aidé des milliers de personnes, et surtout, j'ai donné à ma fille et à ma petite-fille des enfances libres de la manipulation qui avait défini la mienne. J'ai choisi la protection plutôt que le maintien de la paix, la vérité plutôt que la fausse harmonie, le bien-être de mon enfant plutôt que l'obligation familiale toxique. Et je ferai le même choix à chaque fois, sans hésitation, sans regret,
sans excuse. Parce que certaines choses valent la peine de se battre. Et la fête d'anniversaire de ma fille, son enfance, sa valeur fondamentale en tant qu'être humain, valait toujours le combat. 20 ans plus tard, en regardant Emma célébrer son 3e anniversaire avec une joie pure et simple, je sais que j'ai gagné. Pas contre ma mère et ma sœur, mais pour ma fille et ma petite-fille. Et cette victoire, construite sur les limites, la vérité et un amour maternel féroce, est le seul héritage qui compte.